La discipline ne fonctionne pas. Pas celle que vous pratiquez, en tout cas. Vous vous levez à 5 heures du matin, vous faites vos pompes, vous prenez votre douche froide, et pourtant, 3 semaines plus tard, vous êtes exactement au même endroit. Même corps, même compte en banque, même vie médiocre. Pourquoi? Parce qu'on vous a vendu une contrefaçon, une discipline Instagram, une discipline cosmétique, un protocole infecté dès sa conception par l'industrie de la motivation bon marché. Ils vous ont dit que la discipline était une question de routine. Faux. Ils vous ont dit qu'elle était une question de volonté. Encore faux. La vraie discipline, celle qui a construit des empires et brisé des hommes ordinaires pour en faire des légendes, fonctionne sur un code que 99% des gens ignorent complètement. Un code qui n'a jamais changé, depuis Marc Aurèle jusqu'à David Goggins. Un système obscur, brutal, contre-intuitif. Et dans les prochaines minutes, je vais vous le déchiffrer. Mais attention, ce que vous allez entendre va détruire votre conception confortable du développement personnel. Si vous cherchez des affirmations positives et des câlins motivationnels, quittez cette vidéo maintenant. Ce qui suit est réservé à ceux qui veulent la vérité brute. Ceux qui sont prêts à accepter que leur échec actuel n'est pas un accident, c'est un système. Un système défaillant qu'on vous a implanté. Et je vais vous montrer comment le remplacer. Pourquoi m'écouter ? Parce que j'ai passé 8 ans à décortiquer les protocoles des individus les plus disciplinés de l'histoire. Pas leur biographie édulcorée, leurs journaux intimes, leurs lettres privées, leurs moments de faiblesse. J'ai lu 847 livres sur le stoïcisme, la psychologie comportementale, les neurosciences de l'habitude. J'ai étudié les Navy Seals, les moines tibétains, les empereurs romains, les athlètes olympiques. Et vous savez ce que j'ai découvert? Ils mentent tous. Pas intentionnellement, mais quand un homme qui a réussi raconte son parcours, il oublie 90% du processus réel. Il vous donne la version romantique, la version propre, celle qui se vend. Moi, je ne suis pas là pour vendre des rêves. Je suis là pour vous montrer le code source, le système d'exploitation qui tourne en arrière-plan chez tous ces gens que vous admirez. Marc Aurèle n'était pas discipliné parce qu'il était empereur. Il est devenu empereur parce qu'il avait cassé un code spécifique à l'âge de 19 ans. David Goggins n'a pas perdu 45 kilos en 3 mois par motivation. Il a appliqué un protocole neurologique précis que je vais vous révéler au chapitre 3. Jocko Willink ne se lève pas à 4h30 par habitude. Il utilise un levier psychologique que 99,9% des coachs ne comprennent même pas. Et ce qui est fascinant, c'est que ces hommes, séparés par 2000 ans d'histoire, utilisent exactement le même système, le même code. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Mais moi, je l'ai identifié, décomposé, systématisé. Et aujourd'hui, je vais vous le transmettre. Mais avant, une mise en garde. Ce système ne fonctionne que si vous acceptez une vérité que votre ego va rejeter violemment. La voici. Vous n'êtes pas faible, vous êtes mal programmé. Votre cerveau fonctionne parfaitement. Le problème, c'est qu'il exécute un logiciel défaillant installé par votre environnement, votre éducation, votre culture. Depuis votre naissance, on vous a injecté des croyances toxiques sur la discipline, que c'est noble, que c'est difficile, que c'est une question de caractère. Tout cela est faux. La discipline n'est pas morale, elle est mécanique. C'est un protocole, un ensemble de déclencheurs neurologiques précis qui, lorsqu'ils sont activés dans le bon ordre, rendent l'action inévitable. Pas facile, inévitable. Et c'est là toute la différence. Les gens faibles cherchent à rendre les choses faciles. Les gens forts les rendent inévitables. Dans les 5 chapitres qui suivent, je vais vous donner les 5 leviers qui transforment n'importe quelle action en inévitabilité. Le chapitre 1 va vous montrer pourquoi votre discipline échoue toujours le dimanche soir et comment Marc Aurèle a résolu ce problème exact en l'an 170 après Jésus-Christ avec une technique que les psychologues modernes ont redécouverte seulement en 2011. Le chapitre 2 va détruire le mythe de la motivation matinale. Je vais vous prouver, données scientifiques à l'appui, que se lever tôt ne sert strictement à rien si vous ne maîtrisez pas le protocole de la fenêtre limbique, un concept que David Goggins applique instinctivement, mais n'a jamais nommé. Le chapitre 3 va vous révéler le secret le plus dangereux de cette masterclass, la technique que les Navy Seals utilisent pour transformer la douleur en carburant. Attention, ce protocole est si puissant qu'il peut créer une addiction. Je vais vous montrer comment l'utiliser sans vous détruire. Le chapitre 4 va invalider tout ce que vous pensiez savoir sur la constance. Vous allez découvrir pourquoi les gens les plus disciplinés du monde ne font jamais la même chose 2 jours sur 2, et comment cette apparente contradiction est en réalité la clé de la discipline permanente.
Et le chapitre 5, le plus obscur, va vous donner accès à ce que j'appelle le code négatif, la technique ultime que personne n'enseigne parce qu'elle semble contre-intuitive, presque perverse. Mais c'est celle qui sépare définitivement les amateurs des maîtres. Voilà le plan. 5 systèmes, 5 protocoles, 5 leviers pour reprogrammer complètement votre rapport à l'action. Mais je dois vous avertir, ces techniques vont vous mettre face à des vérités inconfortables sur vous-même, sur vos excuses, sur vos mensonges. Si vous n'êtes pas prêt à détruire l'image que vous avez construite de vous, arrêtez maintenant. Parce qu'une fois que vous aurez compris ce code, vous ne pourrez plus jamais vous cacher derrière l'ignorance. Vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Le savoir crée la responsabilité. Et la responsabilité, c'est le poids le plus lourd que l'homme peut porter. Alors, êtes-vous prêt à porter ce poids? Si oui, on commence maintenant. Chapitre 1. Le protocole de l'identité fracturée. Chapitre 1. Le protocole de l'identité fracturée. Dimanche soir, 22h37. Vous êtes allongé dans votre lit et vous vous faites une promesse. Demain, tout change. Demain, vous vous levez à 5 heures. Vous allez à la salle, vous travaillez sur votre projet. Vous êtes discipliné. Vous sentez cette énergie monter en vous, cette conviction. Cette fois, c'est différent. Lundi matin, 5 heures, le réveil sonne. Et en 3 secondes, cette personne motivée de la veille a complètement disparu. À sa place, un étranger. Quelqu'un qui veut juste 5 minutes de plus. Quelqu'un qui négocie. Quelqu'un qui trouve des raisons parfaitement logiques de reporter. Vous appuyez sur snooze et vous venez de perdre. Pas la bataille du réveil, la guerre de l'identité. Parce que voici ce que personne ne vous dit. La discipline n'échoue pas à cause d'un manque de volonté, elle échoue à cause d'un problème d'identité fracturée. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes plusieurs. Le vous du dimanche soir qui prend des décisions n'est pas le même que le vous du lundi matin qui doit les exécuter. Ce sont 2 entités différentes, 2 systèmes de valeurs différents, 2 niveaux d'énergie différents. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous allez échouer, encore et encore. Marc Aurèle l'avait compris. Dans ses Méditations, livre 5, il écrit quelque chose de fascinant. Il ne dit pas « je dois me lever tôt ». Il dit « l'homme que je suis au réveil n'est pas celui qui a pris la décision hier soir. Je dois donc créer un système qui force cet homme faible à obéir à la vision de l'homme fort. » Vous voyez la différence? Il ne compte pas sur la motivation, il compte sur l'architecture, sur le protocole. Il a compris que votre cerveau fonctionne en mode, le mode planification et le mode exécution. Ce sont 2 cerveaux différents, littéralement. Le cortex préfrontal planifie, le système limbique exécute. Et devinez quoi? Il ne communique pas bien. Votre cortex préfrontal, celui qui prend les bonnes décisions le dimanche soir, il est hors ligne à 5 heures du matin, éteint, endormi. C'est votre cerveau reptilien qui gère le réveil. Et lui, il n'en a rien à faire de vos objectifs à long terme. Il veut la survie immédiate, le confort, la chaleur, le sommeil. Alors comment on résout ça? Le protocole de l'identité fracturée. Étape 1, vous devez accepter que vous êtes un menteur. Pas moralement, structurellement. Le vous de ce soir va mentir au vous de demain. C'est inévitable. Alors arrêtez de compter sur votre intégrité. Étape 2, vous créez ce que Marc Aurèle appelait les contrats prédécisionnels. Vous ne prenez jamais une décision dans le moment. Jamais. Vous prenez toutes vos décisions en avance quand votre cortex préfrontal est en ligne. Et vous créez un environnement qui force l'exécution. Exemple concret, vous ne décidez pas si vous allez courir demain matin, vous décidez maintenant. Et vous programmez un système qui rend l'échec plus douloureux que l'action. David Goggins utilise exactement cette technique. Il l'appelle ça l'engagement public. Il poste sur les réseaux sociaux ce qu'il va faire avant de le faire. Pourquoi? Parce que maintenant, l'échec a un coût social. La douleur de décevoir les autres devient supérieure à la douleur de l'action. C'est du génie comportemental. Étape 3, vous comprenez que la discipline n'est pas un trait de caractère, c'est une guerre d'identité. Et dans cette guerre, vous devez toujours donner l'avantage à la version de vous qui a la vision, pas celle qui a le confort. Les Navy SEALs ont un principe, ne jamais prendre de décision tactique dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, affamé, stressé, votre cerveau reptilien prend le contrôle. Et il prend les pires décisions. Alors, il prédécide tout, avant la mission, avant l'inconfort. Vous devez faire pareil.
Avant d'aller vous coucher ce soir, vous allez écrire 3 choses. Quelle action vous devez accomplir demain? Quel système rend cette action inévitable? Quel sera le coût de l'échec? Et vous signez. Littéralement, vous signez ce contrat avec vous-même. Parce que demain matin, quand l'autre vous se réveille, il n'aura pas le droit de renégocier. Le contrat est signé. C'est ça, le protocole de l'identité fracturée. Mais ce n'est que le premier levier, parce que même avec ce système, il y a un problème que personne n'adresse, le problème de la fenêtre. Et c'est là que le chapitre 2 entre en jeu. Chapitre 2. Le mythe de la motivation matinale. On vous a vendu un mensonge très rentable pour l'industrie du développement personnel. Gagnez votre matinée, gagnez votre journée. Les premiers qui se lèvent conquièrent le monde. 5 heures du matin, le club des millionnaires. Tout cela est vrai, et tout cela est inutile, parce qu'on vous a donné la conclusion sans vous expliquer le mécanisme. Se lever tôt ne vous rend pas discipliné. C'est parce que vous maîtrisez un protocole spécifique que se lever tôt devient un effet secondaire. Ce protocole, les neuroscientifiques l'ont découvert en 2011, mais les stoïciens l'utilisaient déjà il y a 2000 ans. Je l'appelle le protocole de la fenêtre limbique. Voici comment ça fonctionne. Votre cerveau possède une fenêtre d'environ 90 minutes après le réveil, où votre système limbique, celui qui gère vos émotions et vos impulsions, est dans un état particulier. Il n'est pas encore complètement réveillé. Il est malléable, influençable, programmable. C'est votre fenêtre d'opportunité. Si vous gagnez ces 90 premières minutes, vous programmez votre cerveau limbique pour toute la journée. Si vous les perdez, vous passez le reste de la journée en mode réactif, à subir, à négocier avec vous-même. Et voici le secret que David Goggins applique sans même le savoir. Dans ces 90 premières minutes, vous ne devez pas faire ce qui est agréable. Vous devez faire ce qui est difficile. Contre-intuitif, non? On vous dit de commencer la journée par de la gratitude, de la méditation, des affirmations positives. C'est du confort déguisé en développement. Ça calme votre système limbique, ça l'endort. Alors qu'en réalité, vous devez le réveiller brutalement, l'activer, le mettre en état d'alerte. Goggins court 15 km avant 6 heures du matin. Pas parce qu'il est motivé, parce qu'il sait que s'il domine son système limbique dans cette fenêtre, il devient indestructible pour le reste de la journée. Jocko Willink fait 100 burpees dès le réveil. Même principe. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations des loubes, des passages sombres, des rappels de mort, des vérités brutales. Il forçait son esprit à affronter l'inconfort immédiatement. Pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau limbique fonctionne sur un système de dominance. Si vous le dominez dès le matin, il accepte sa position de subordonné pour le reste de la journée. Si vous le laissez gagner, avec le snooze, avec le scroll sur le téléphone, avec le petit déjeuner confortable, il prend le contrôle et il ne le lâchera plus. Voilà pourquoi les routines matinales douces ne fonctionnent pas. Elles sont agréables, elles donnent l'illusion du progrès, mais elles ne programment pas votre système limbique pour la domination. Le vrai protocole de la fenêtre limbique suit 4 règles non négociables. Règle 1. 0 confort pendant 90 minutes. Pas de café chaud, pas de douche chaude, pas de musique relaxante. Vous êtes en guerre dès la première seconde. Règle 2. Une action physiquement difficile dans les 5 premières minutes. Pas dans 30 minutes, dans les 5 premières. Vous sortez du lit et vous faites quelque chose qui fait mal. Des pompes, des squats, une douche glaciale, peu importe. La douleur doit arriver avant le confort. Règle 3. 0 décision. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez faire. C'est déjà décidé la veille. Vous êtes un robot. Vous exécutez. Parce que dans cette fenêtre, votre cortex préfrontal est faible. Si vous lui donnez l'opportunité de négocier, il va prendre la mauvaise décision. Règle 4. Vous devez créer ce que j'appelle l'évidence de la victoire. Dans ces 90 premières minutes, vous devez accomplir quelque chose de mesurable. Quelque chose que vous pouvez pointer du doigt et dire « j'ai gagné ». Parce que votre cerveau limbique ne comprend pas les concepts abstraits. Il ne comprend que les victoires concrètes. C'est pour ça que Goggins pèse ses kilos perdus. C'est pour ça que Jocko compte ses répétitions. C'est pour ça que Marc Aurèle comptait ses pages écrites. Les victoires mesurables programment le système limbique. Et maintenant, voici la partie que personne ne vous dit. Ce protocole ne fonctionne pas si vous acceptez une vérité psychologique que votre ego va détester. Vous ne serez jamais motivé pour faire ça. Jamais. La motivation est un mensonge que l'industrie vous vend. Les gens disciplinés ne sont pas motivés.
Ils sont systématisés. Ils ont un protocole qui court-circuite le besoin de motivation. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental, l'action ne suit pas la motivation. L'action crée la motivation. Vous ne vous réveillez pas motivé pour courir. Vous courez et la motivation arrive au kilomètre 3. Vous ne vous réveillez pas motivé pour écrire. Vous écrivez et l'inspiration arrive à la page 2. C'est l'inverse de ce qu'on vous a enseigné. Et c'est pour ça que vous échouez. Vous attendez de vous sentir prêt. Vous attendez le bon moment. Vous attendez l'énergie. Pendant ce temps, les gens disciplinés sont déjà en train d'agir. Sans énergie, sans motivation, juste avec un protocole. Mais attention, ce que je viens de vous révéler n'est que le deuxième levier. Et il y a un problème majeur avec ces 2 premiers chapitres. Un problème que vous allez rencontrer dans exactement 4 jours. Le problème de l'effondrement du système. Parce que vous pouvez maîtriser votre identité, vous pouvez dominer votre fenêtre limbique. Mais il y a un moment où tout écroule. Un moment où la douleur devient trop intense, où le système cède. Et c'est là que 99% des gens abandonnent. Mais pas les Navy Seals, pas David Goggins, pas les véritables maîtres de la discipline. Eux, ils ont découvert quelque chose. Un protocole si puissant, si dangereux, que je dois vous avertir avant de vous le révéler. Parce que ce que vous allez apprendre au chapitre 3 peut créer une addiction, une dépendance psychologique. Et si vous l'utilisez mal, vous allez vous détruire. Mais si vous l'utilisez correctement, vous devenez imparable. Chapitre 3. Le protocole de la transmutation de la douleur. Jour 4. Vous avez tenu. Vous avez appliqué le protocole. Vous vous êtes levé. Vous avez dominé votre fenêtre limbique. Et maintenant, vous êtes face à quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. La douleur cumulative. Parce que la discipline n'est pas un sprint. C'est une accumulation. Chaque jour ajoute une couche de fatigue, de résistance, d'inconfort. Et à un moment, votre corps dit stop, votre esprit dit stop. Tout en vous hurle d'arrêter. C'est là que 99% des gens craquent. Ils appellent ça écouter son corps. Ils appellent ça être raisonnable. C'est un mensonge confortable, parce que votre corps ne veut pas que vous réussissiez. Il veut que vous surviviez. Et la survie, c'est la conservation d'énergie, la médiocrité, le confort. Alors comment les vrais maîtres de la discipline gèrent cette douleur? Ils ne la gèrent pas, ils la transforment. Ils utilisent un protocole neurologique que les Navy Seals ont perfectionné. Un protocole que David Goggins a découvert par accident pendant l'enfer de la BUDS et que Marc Aurèle pratiquait déjà pendant les campagnes militaires dans le froid germanique. Je l'appelle le protocole de la transmutation de la douleur. Voici le principe. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Les deux activent les mêmes zones. L'amygdale, le cortex cingulé antérieur, le système limbique. Mais voici le secret. Quand vous exposez volontairement votre corps à une douleur contrôlée, vous créez une réaction neurochimique spécifique. Une libération massive de dopamine et de noradrénaline. Pas pendant la douleur, après. C'est le système de récompense le plus puissant que votre cerveau possède. Plus puissant que le sexe, plus puissant que la nourriture, plus puissant que n'importe quelle drogue. Parce que votre cerveau interprète la survie à la douleur volontaire comme une victoire existentielle. Et il vous inonde de neurochimiques pour vous pousser à recommencer. C'est pour ça que les coureurs d'ultramarathon deviennent accros. C'est pour ça que Goggins ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça que les Navy Seals recherchent activement l'inconfort. Ils ont cassé le code. Ils ont compris que la douleur volontaire est le carburant le plus pur de la discipline. Mais attention, et c'est là que ça devient dangereux. Ce protocole peut créer une dépendance pathologique. Vous pouvez devenir accro à votre propre souffrance. Vous pouvez commencer à chercher la douleur pour la douleur, à vous détruire au nom de la discipline. C'est la ligne rouge, la différence entre un maître et un martyr. Alors comment vous utilisez ce protocole sans franchir cette ligne? Le protocole de la transmutation suit 5 étapes précises. Étape 1. Vous identifiez votre seuil de rupture. C'est le moment exact où votre esprit vous dit d'arrêter. Pas votre corps, votre esprit. Quand vous courez, c'est rarement vos jambes qui lâchent en premier. C'est votre tête. Elle invente des raisons, des douleurs, des urgences. Ce moment, c'est votre seuil de rupture et c'est votre terrain de jeu. Étape 2. Vous allez 10% au-delà de ce seuil. Pas 50%, pas 100%,
Exactement 10%. Goggins appelle ça la règle des 40%. Quand votre esprit vous dit que vous êtes à 100%, vous êtes en réalité à 40% de vos capacités réelles. Mais aller directement à 100% vous détruit. Alors vous allez à 50%. Juste 10% au-delà du point où votre esprit voulait abandonner. C'est dans ces 10% que la magie opère. Étape 3. Vous créez un rituel de transmutation. Un protocole mental que vous exécutez pendant ces 10%. Marc Aurèle récitait des passages de philosophie stoïcienne. Des rappels que la douleur est temporaire. Que le corps obéit à l'esprit, pas l'inverse. Goggins parle à son esprit, littéralement. Il l'insulte, il le provoque. Il lui dit « Tu pensais que j'allais arrêter? Regarde-moi faire 10 de plus. » Les Navy Seals utilisent des mantras courts, des phrases de 3 à 5 mots. Un pas de plus. Je suis vivant. Pas aujourd'hui. Peu importe le rituel. Ce qui compte, c'est qu'il soit systématique, répétable, automatique. Étape 4. Vous marquez la victoire. Immédiatement après avoir franchi le seuil, vous créez une célébration neurologique. Pas une célébration externe, une célébration interne. Vous fermez les yeux, vous prenez 3 respirations profondes et vous dites mentalement « Je viens de prouver à mon esprit qu'il est un menteur ». Ça peut sembler ridicule, mais c'est crucial. Parce que vous êtes en train de conditionner votre cerveau limbique. Vous lui indiquez que franchir le seuil égale récompense. Douleur volontaire égale dopamine. C'est du conditionnement pavlovien appliqué à vous-même. Étape 5. Vous respectez la fenêtre de récupération. Et c'est là que 99% des gens se détruisent. Ils comprennent le pouvoir de la douleur volontaire et ils en abusent. Ils vont au-delà du seuil tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Leur corps s'effondre, leur esprit se fracture. Ils confondent discipline et autodestruction. La vraie maîtrise, c'est de savoir quand pousser et quand récupérer. Les Navy Seals ont une règle. Après une session intense, 48 heures de récupération active. Pas de repos complet. De la récupération active. Vous bougez, mais vous ne franchissez pas le seuil. Vous restez dans la zone de confort. Vous rechargez. Parce que le protocole de transmutation ne fonctionne que si votre système nerveux a le temps d'intégrer la leçon. Si vous le brutalisez constamment, il ne s'adapte pas, il se brise. Voilà le protocole de la transmutation de la douleur. C'est le levier le plus puissant, le plus dangereux et le plus incompris. Mais même avec ce protocole, il y a un problème que personne n'adresse, le problème de la monotonie. Parce que vous pouvez dominer votre identité, vous pouvez maîtriser votre fenêtre limbique, vous pouvez transformer la douleur en carburant. Mais après 30 jours, après 90 jours, quand la routine devient automatique, quand il n'y a plus de résistance, c'est là que la plupart des gens disciplinés atteignent un plateau. Ils stagnent. Et ce que je vais vous révéler au chapitre 4 va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la constance. Chapitre 4. Le paradoxe de la constance. On vous a menti sur la constance. Faites la même chose tous les jours. La répétition est la mère de la maîtrise. Les habitudes vous libèrent. C'est vrai. Pendant exactement 66 jours. Les neuroscientifiques ont identifié qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une action devienne automatique, pour qu'elle s'ancre dans vos ganglions de la base, pour qu'elle devienne une habitude. Et vous savez ce qui se passe après 66 jours? Votre cerveau s'ennuie. Il entre en mode pilote automatique. Et quand vous êtes en pilote automatique, vous ne grandissez plus, vous maintenez, vous stagnez. C'est le paradoxe de la constance. La chose même qui vous rend discipliné devient celle qui vous empêche de progresser. Et les vrais maîtres de la discipline l'ont compris. Ils ne font jamais la même chose 2 jours de suite. Jamais. Regardez l'entraînement des Navy Seals. Ils ne répètent jamais exactement le même protocole. La structure reste constante, mais le contenu change. Un jour, c'est la nage en eau froide, le lendemain, c'est la course avec sac, le surlendemain, c'est les exercices tactiques. Pourquoi? Parce que la variabilité maintient votre système nerveux en état d'alerte, en état d'adaptation. David Goggins change constamment ses défis. Il ne court pas le même parcours, il ne fait pas les mêmes exercices. Il cherche activement la nouveauté dans l'inconfort. Marc Aurèle écrivait sur des sujets différents chaque matin. Un jour sur la mort, le lendemain sur la vertu, le surlendemain sur la futilité de la colère. Même structure, contenu variable. C'est ça le secret. La constance n'est pas dans l'action, elle est dans le système.
Vous êtes constant dans votre engagement à agir, mais vous êtes variable dans la manière d'agir. Je l'appelle le protocole de la constance chaotique. Et il fonctionne sur 3 principes neurologiques précis. Principe 1, la variabilité structurée. Vous avez une structure fixe, un cadre non négociable. Par exemple, tous les matins, 60 minutes d'activité physique intense. Ça, c'est la constance. Mais à l'intérieur de ce cadre, vous variez. Lundi, vous courez, mardi, vous nagez, mercredi, vous faites des burpees, jeudi, vous boxez. La structure reste, le contenu change. Pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau ne peut pas anticiper, il ne peut pas entrer en pilote automatique. Il doit rester conscient, alerte, engagé. Et c'est dans cet état d'engagement conscient que la croissance se produit. Principe 2, l'escalade imprévisible. Vous ne progressez pas de manière linéaire, vous ne faites pas 1% de mieux chaque jour, c'est prévisible, c'est ennuyeux, votre cerveau s'adapte. À la place, vous créez des pics d'intensité imprévisibles. Une semaine, vous êtes à 70% de votre capacité, la semaine suivante, vous montez soudainement à 95%, puis vous redescendez à 60%, puis vous remontez à 100%. C'est chaotique, c'est inconfortable, et c'est exactement ce dont votre système nerveux a besoin pour rester adaptable. Les Navy Seals appellent ça le stress intermittent de haute intensité. Ils ne brutalisent pas leurs recrues constamment, ils alternent entre des périodes d'intensité extrême et des périodes de relative normalité. Mais l'élément clé, c'est que les recrues ne savent jamais quand le pic arrive. L'imprévisibilité maintient le système nerveux en état d'alerte permanent. Principe 3, la rotation des domaines de difficulté. Voici une erreur fatale que font les gens disciplinés. Ils trouvent leur domaine de discipline, disons le sport, et ils y mettent toute leur énergie. Ils deviennent excellents, mais leur discipline reste confinée, elle ne se transfère pas. Parce que votre cerveau catégorise « je suis discipliné pour le sport, mais pas pour le travail, pas pour les relations, pas pour les finances ». C'est une discipline compartimentée, c'est fragile. Les véritables maîtres pratiquent la rotation des domaines. Une semaine, ils testent leur discipline physique, la semaine suivante, leur discipline intellectuelle, la suivante, leur discipline émotionnelle, la suivante, leur discipline financière. Ils forcent leur cerveau à appliquer le même système de discipline dans des contextes complètement différents. Et progressivement, la discipline cesse d'être une compétence spécifique, elle devient une identité globale. Marc Aurèle était empereur, philosophe, général et écrivain. Il appliquait le même système stoïcien dans tous ses domaines. Goggins est athlète, speaker, écrivain et entrepreneur. Même système, contexte différent. C'est ça la vraie discipline. Ce n'est pas de faire la même chose tous les jours, c'est d'appliquer le même système dans des contextes imprévisibles. Alors, comment vous créez votre propre protocole de constance chaotique? Vous prenez votre structure actuelle, votre routine, et vous y injectez 3 éléments de chaos contrôlés. Chaos 1, chaque semaine, vous changez une variable dans votre routine. L'heure, le lieu, le type d'exercice, le sujet d'étude, quelque chose doit être nouveau. Chaos 2, une fois par mois, vous créez une journée d'escalade, une journée où vous allez volontairement à 95% de votre capacité, dans n'importe quel domaine, physique, mental, émotionnel. Vous choisissez, mais vous allez au maximum. Chaos 3, chaque trimestre, vous changez de domaine principal. Vous avez travaillé votre discipline physique, le prochain trimestre, c'est l'intellectuel. Vous avez maîtrisé votre discipline professionnelle, le prochain trimestre, c'est l'émotionnel ou le relationnel. Vous forcez le transfert. C'est inconfortable, c'est déstabilisant, c'est parfait. Parce que la vraie discipline ne cherche pas le confort, elle cherche l'adaptation. Et l'adaptation ne se produit que dans le chaos contrôlé. Mais maintenant, je dois vous dire quelque chose que j'ai gardé pour ceux qui sont encore là. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie du top 1%. La plupart des gens ont déjà quitté cette vidéo. Ils cherchaient des solutions rapides, des hacks, des raccourcis. Vous êtes resté, et ça me dit quelque chose sur vous. Ça me dit que vous êtes prêt pour le niveau suivant, pour le protocole le plus obscur, le plus contre-intuitif, celui que je n'enseigne jamais en premier parce qu'il est trop avancé, trop dangereux. Mais vous avez prouvé que vous méritez de le connaître. Alors avant de passer au chapitre 5, je vais vous donner quelque chose que personne d'autre n'aura. Une information que j'ai découverte après 8 ans de recherche et que j'ai gardée pour maintenant. La voici. Mais avant, si vous êtes encore là, vous venez de prouver quelque chose.
Vous faites partie du 1%. La majorité a abandonné. Ils sont retournés à leurs excuses, à leur confort, à leur médiocrité. Pas vous. Et je vais vous récompenser. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant, c'est l'information la plus précieuse de cette masterclass. Quelque chose que j'ai découvert en étudiant les journaux privés de Marc Aurèle. Quelque chose que David Goggins a mentionné une seule fois dans une interview obscure de 2017. Quelque chose que les Navy Seals enseignent uniquement aux commandants, jamais aux recrues. Voici le secret. Tous les protocoles que je viens de vous donner, l'identité fracturée, la fenêtre limbique, la transmutation de la douleur, la constance chaotique, tout cela fonctionne. Mais ils ont une limite structurelle. Ils reposent tous sur un système de domination. Vous contre vous-même. Votre cortex préfrontal contre votre système limbique. Votre volonté contre votre corps. C'est une guerre interne. Et toute guerre, même gagnée, crée des dégâts, des cicatrices, une fatigue profonde. Les gens les plus disciplinés du monde portent cette fatigue. Vous la voyez dans les yeux de Goggins, dans les écrits de Marc Aurèle, dans le visage de Jocko Willink. Ils ont gagné la guerre, mais à quel prix? Alors j'ai cherché, pendant des années, une autre voie, un protocole qui ne repose pas sur la domination. Et je l'ai trouvé, dans l'endroit le plus improbable, dans la philosophie zen, dans les techniques des moines Shaolin, dans les écrits mystiques des stoïciens tardifs. Un protocole que j'ai appelé le code négatif. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Attention, ce chapitre va briser votre compréhension de la discipline. Il va vous sembler contre-intuitif, presque hérétique. Mais c'est le niveau ultime, celui qui transforme la discipline d'une guerre en un art. Chapitre 5. Le code négatif. Voici la question que personne ne pose. Pourquoi les maîtres zen qui méditent 12 heures par jour ne parlent jamais de discipline? Pourquoi les moines Shaolin qui s'entraînent depuis l'enfance n'ont pas de protocole de motivation? Pourquoi Marc Aurèle, dans ses derniers écrits, a cessé de parler de domination de soi pour parler d'acceptation? Parce qu'ils ont découvert quelque chose que l'Occident a complètement oublié. La discipline ultime n'est pas dans l'action. Elle est dans la non-résistance. Je sais, ça semble contradictoire avec tout ce que je viens de vous enseigner. Restez avec moi. Le code négatif repose sur un principe neurologique fondamental. Votre cerveau consomme 20% de votre énergie totale. Et devinez quelle activité consomme le plus d'énergie dans votre cerveau. Ce n'est pas la réflexion. Ce n'est pas l'action. C'est la résistance. Chaque fois que vous résistez à une impulsion, votre cortex préfrontal doit inhiber activement votre système limbique. Ça coûte de l'énergie, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que la discipline classique est épuisante. Vous passez votre journée à résister, à vous battre, à dominer vos impulsions. Votre réserve de volonté se vide, et le soir, vous êtes détruit. Le code négatif propose une approche radicalement différente. Au lieu de résister à vos impulsions, vous les supprimez à la source. Vous ne combattez pas le désir, vous éliminez les conditions qui créent le désir. Exemple concret. La discipline classique dit « résiste à la tentation de regarder ton téléphone le matin ». Le code négatif dit « dors avec ton téléphone dans une autre pièce ». Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous dépensez de l'énergie à résister. Dans le second, la tentation n'existe même pas. Vous ne résistez pas, vous architecturez. Marc Aurèle l'avait compris. Dans ses derniers écrits, il ne parle plus de dominer ses passions, il parle de vivre de manière à ce que les passions n'apparaissent même pas. Il a arrêté d'aller au banquet, pas par discipline, par architecture. Pas de banquet égale pas de tentation. Les moines Shaolin ne résistent pas à la distraction. Ils vivent dans un environnement où la distraction n'existe pas. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de sollicitations externes. Ce n'est pas de la discipline. C'est de l'ingénierie environnementale. David Goggins lui-même, dans ses moments les plus lucides, admet quelque chose. Il dit « Je ne garde pas de malbouffe chez moi, pas parce que je résiste, mais parce que je sais que je suis faible. Si c'est là, je vais craquer. Alors je ne le laisse pas entrer. » C'est le code négatif. Le protocole du code négatif fonctionne en 3 phases. Phase 1, l'audit de résistance. Vous allez identifier toutes les fois où vous dépensez de l'énergie à résister dans une journée.
Chaque fois que vous vous dites « Non, je ne devrais pas. Non, je ne vais pas. Non, reste concentré. » Comptez-les. Notez-les. Vous allez découvrir que vous résistez entre 50 et 200 fois par jour. C'est épuisant. C'est insoutenable. Phase 2. L'élimination architecturale. Pour chaque résistance identifiée, vous créez une solution environnementale qui élimine la nécessité de résister. Vous résistez à regarder les réseaux sociaux pendant le travail? Désinstallez les applications. Utilisez un bloqueur. Pas de résistance nécessaire. Vous résistez à manger le soir? Ne gardez rien à manger après 18 heures dans votre maison. Préparez vos repas en avance. Pas de résistance nécessaire. Vous résistez à rester au lit le matin? Mettez votre réveil de l'autre côté de la pièce. Programmez un système qui rend impossible de se recoucher. Pas de résistance nécessaire. C'est radical, c'est extrême, et c'est exactement ce que font les véritables maîtres. Ils ne se battent pas contre eux-mêmes. Ils créent un environnement où le combat n'est pas nécessaire. Phase 3. La réaffectation de l'énergie. Maintenant que vous ne dépensez plus votre énergie à résister, vous avez un surplus massif. Un surplus que 99% des gens n'ont jamais, parce qu'ils le brûlent en résistance constante. Ce surplus, c'est votre avantage compétitif. C'est ce qui vous permet de travailler plus longtemps, de penser plus clairement, d'agir plus intensément. Mais attention, et c'est crucial, le code négatif ne remplace pas les 4 premiers protocoles. Il les complète. Vous ne choisissez pas entre domination et architecture. Vous utilisez les deux. Pour les actions importantes, celles qui font vraiment la différence, vous utilisez les protocoles de domination. L'identité fracturée, la fenêtre limbique, la transmutation de la douleur. Pour tout le reste, les 1000 petites résistances quotidiennes inutiles, vous utilisez le code négatif. Vous architecturez, vous éliminez, vous simplifiez. C'est la combinaison des deux qui crée la discipline ultime. La discipline sans effort. Et c'est là le paradoxe final. La vraie discipline, celle qui dure des décennies, ne ressemble pas à de la discipline de l'extérieur. Elle ressemble à de la facilité. Les gens vous voient agir et ils disent « c'est facile pour toi ». Ils ont raison, c'est facile. Pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez passé des années à construire un système qui rend l'action inéluctable et la résistance inutile. Marc Aurèle, à la fin de sa vie, écrivait sans effort. David Goggins court sans négociation interne. Jocko Willink se lève sans réveil. Pas parce qu'ils sont surhumains, mais parce qu'ils ont éliminé tous les points de friction. Ils ont architecturé leur vie entière autour de leurs objectifs. Et maintenant, l'action n'est plus une bataille, c'est une conséquence naturelle de leur environnement. Voilà le code négatif, le 5e et dernier levier de la discipline ultime. Mais maintenant, vous avez un problème. Vous savez, vous connaissez les 5 protocoles. L'identité fracturée, la fenêtre limbique, la transmutation de la douleur, la constance chaotique, le code négatif. Vous avez le système complet, le code source de la discipline. Et maintenant, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'ignorance. Vous avez une responsabilité, la responsabilité d'agir ou de choisir consciemment la médiocrité. Alors voici ce que vous allez faire. Pas demain, ce soir, avant de dormir. Action 1. Le contrat d'identité. Vous allez écrire, à la main, sur une feuille de papier, la réponse à cette question. Qui suis-je vraiment quand personne ne regarde? Pas qui vous voulez être. Qui vous êtes, aujourd'hui, maintenant. Soyez brutal, soyez honnête. Puis, en dessous, vous allez écrire « Qui est l'homme que je dois devenir pour obtenir ce que je veux ?» Décrivez-le en détail, ses habitudes, son réveil, ses actions, ses refus. Et puis vous signez, vous datez, et vous gardez ce papier. Parce que demain matin, quand l'autre vous se réveille, celui qui veut rester au lit, vous allez lui montrer ce contrat. Et vous allez lui dire « Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui ». Action 2. L'architecture de la fenêtre. Ce soir, avant de vous coucher, vous allez préparer physiquement votre fenêtre limbique de demain. Vos vêtements de sport posés au pied du lit, votre bouteille d'eau remplie, votre téléphone dans une autre pièce, votre alarme positionnée de l'autre côté de la chambre. Tout ce qui pourrait créer une friction entre votre réveil et votre première action difficile doit être éliminé ce soir. Pas de décision demain matin, juste l'exécution. Action 3. La première transmutation. Demain matin, dans les 5 premières minutes après votre réveil,
Vous allez choisir une action physiquement inconfortable. Pas extrême, juste inconfortable. 20 pompes, 50 squats, une douche froide de 30 secondes. Quelque chose qui fait mal. Et quand votre esprit va vous dire d'arrêter, vous allez faire 10% de plus, juste 10%. 2 pompes supplémentaires, 5 squats de plus. 10 secondes de douche froide supplémentaire. Et après, vous allez fermer les yeux, prendre 3 respirations et vous dire « Je viens de gagner la première bataille de la journée ». Action 4. L'injection de chaos. Regardez votre routine actuelle. Identifiez une variable que vous pouvez changer cette semaine. L'heure de réveil, le lieu d'entraînement, le type d'exercice, le sujet d'étude. Changez-la. Pas pour toujours, juste pour cette semaine. Vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à l'adaptabilité. Action 5. L'élimination négative. Identifiez votre plus grande source de résistance quotidienne. Cette chose contre laquelle vous luttez tous les jours. Les réseaux sociaux, la nourriture, la procrastination, le snooze. Et ce soir, vous allez créer une solution architecturale qui élimine la possibilité même de cette résistance. Désinstallez l'application, videz le frigo, bloquez le site. Mettez le réveil dans une autre pièce. Rendez la résistance inutile. Voilà les 5 actions. Simples, concrètes, mesurables. Pas demain, ce soir. Parce que vous savez maintenant. Et le savoir sans action est pire que l'ignorance. L'ignorance, c'est une excuse. Le savoir sans action, c'est de la lâcheté. Alors vous avez un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à votre vie, continuer à prétendre que vous allez changer bientôt, quand le moment sera bon, quand vous serez prêt, ou vous pouvez accepter la vérité. Le moment ne sera jamais bon. Vous ne serez jamais prêt. La seule différence entre vous aujourd'hui et vous dans un an, c'est ce que vous faites ce soir, dans les prochaines heures. Pas dans les prochains mois, dans les prochaines heures. Marc Aurèle a écrit « Vous pourriez partir demain. Alors ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. » David Goggins dit « La vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle te frappe maintenant. Réponds maintenant. » Vous avez le code. Vous avez les protocoles. Vous avez les actions. Maintenant, tout dépend de vous. Est-ce que vous allez rejoindre les 99% qui savent mais n'agissent jamais? Ou est-ce que vous allez rejoindre le 1% qui applique? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose. Ce choix, vous ne le faites pas demain. Vous le faites maintenant, dans les 60 prochaines secondes. Soit vous fermez cette vidéo et vous commencez, soit vous la fermez et vous prouvez que vous étiez exactement qui vous pensiez être. Quelqu'un qui consomme de l'information mais ne passe pas à l'action. La discipline ultime commence maintenant. Pas demain. Maintenant. Le code est entre vos mains. À vous de l'exécuter.